Le fracas du verre brisé m'a réveillé vers 3 heures du matin. Pas un simple craquement, non, mais l'explosion violente d'une fenêtre qu'on défonce. Presque aussitôt, ma chambre s'est remplie de l'odeur âcre de l'essence. À travers la vitre brisée, j'ai entendu la voix de ma fille, rauque, désespérée. « Ça s'arrête ce soir, papa. Tu ne pourras pas m'en empêcher. » Mes mains tremblaient en attrapant mon téléphone sur la table de nuit. J'ai 65 ans et jamais je n'aurais pensé appeler un jour la gendarmerie pour dénoncer ma propre fille. La pluie martelait le toit. Dans l'obscurité, je distinguais le faisceau d'une lampe torche balayer les murs. Chloé tournait autour de la maison. Puis j'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier de l'allée. Une portière a claqué. Une voix calme, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années, a retenti. « Monsieur Morin, restez à l'intérieur. Je m'en occupe. » Je me suis figé. Cette voix. Michel Tran, un de mes anciens étudiants d'il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'il faisait là, en pleine nuit, au milieu d'un orage? Ma fille a hurlé en le voyant. Pas de peur, de rage. « C'est toi qui l'as appelé? Tu as appelé ce sale procureur? Papa, comment as-tu pu ?» Je n'avais encore appelé personne. Mais à cet instant, debout dans ma chambre, les vapeurs d'essence me brûlant la gorge, j'ai compris que ce moment était l'aboutissement de 3 ans de descente aux enfers. Le moment où l'amour et la cupidité entraient en collision. Le moment où je devais choisir entre ma fille et ma dignité. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Comment le rêve d'un père est devenu le ressentiment de sa fille. Comment 20 hectares de forêt dans le Perche ont fini par valoir plus que 40 ans de souvenirs. Je m'appelle Thomas Morin. Je suis un professeur de littérature à la retraite d'une grande université parisienne. Cette propriété, 20 hectares de forêt et de prairies, appartient à ma famille depuis 1927. Mon grand-père a bâti la cabane d'origine de ses propres mains. Mon père l'a agrandie dans les années 60. Ma défunte épouse, Marguerite, et moi y avons élevé Chloé chaque été. Nous passions les mois de juin à août à nager dans l'étang, à arpenter les sentiers, à lire sur la terrasse. Marguerite est morte il y a 4 ans. Un cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et la fin. Chloé était là. Elle tenait la main de sa mère. Je pensais que le deuil nous rapprocherait. Et ce fut le cas, pendant un temps. Puis David est entré dans sa vie. David Théo, 38 ans, promoteur immobilier parisien. Tout en charme, montre de luxe et discours sur l'optimisation de la valeur des actifs. Il a commencé à fréquenter Chloé 2 ans après la mort de Marguerite. En 6 mois, il s'était installé dans son appartement à Paris. En 1 an, il lui soufflait son venin à l'oreille. « Ton père est assis sur une mine d'or, ma chérie. 20 hectares à 1h30 de Paris. Ça représente 15, peut-être 20 millions d'euros en potentiel de développement. Un complexe hôtelier de luxe, des cottages haut de gamme. Il est égoïste de garder tout ça pour lui. » Je n'ai pas entendu David prononcer ces mots. C'est Chloé qui me les a rapportés plus tard lors d'une de nos disputes. Elle ne voyait pas la manipulation, elle voyait une opportunité. Ça a commencé par de petites suggestions, innocentes en apparence. « Papa, tu as pensé à vendre? C'est trop grand pour une seule personne. »« Papa, les impôts fonciers doivent te coûter une fortune. Tu pourrais vendre, t'acheter un bel appartement près de chez moi et il te resterait de l'argent. » Papa, qu'est-ce qu'il adviendra de cet endroit quand tu ne seras plus là? Je ne peux pas l'entretenir. Ne vaudrait-il pas mieux vendre maintenant tant que tu peux profiter de l'argent? J'ai dit non, poliment au début. Ce n'était pas juste une propriété. C'était l'endroit où j'avais demandé Marguerite en mariage sous le grand chêne, où Chloé avait fait ses premiers pas sur le ponton, où nous avions dispersé les cendres de Marguerite près de son coin de lecture favori. Les suggestions sont devenues des pressions. Les pressions, des exigences. « Tu n'es pas raisonnable, papa. C'est mon héritage. Je devrais avoir mon mot à dire. Le cabinet de David est prêt à payer le prix fort. Tu te rends compte de l'argent que tu me fais perdre en t'obstinant? Maman aurait voulu que tu sois pragmatique. Elle aurait voulu que je sois à l'abri du besoin. » Cette dernière phrase m'a transpercé. Marguerite aurait été horrifiée d'entendre Chloé parler ainsi. Ma femme aimait cette terre. Sur son lit de mort, elle m'avait fait promettre de la garder dans la famille aussi longtemps que je le pourrais.
Mais Chloé s'était convaincue du contraire. Dans son esprit, la mort de sa mère lui donnait un droit de liquidation immédiate sur le patrimoine. Mon existence était devenue un inconvénient. Il y a 1 an, les choses ont empiré. David a convaincu Chloé que je perdais la tête. Ils ont consulté un avocat pour obtenir une mise sous tutelle, pour me faire déclarer mentalement inapte à gérer mes propres affaires. J'ai 65 ans. J'ai enseigné en master jusqu'à ma retraite à 63 ans. Je publie encore des articles universitaires. Mon esprit est vif. Mais apparemment, mon refus de vendre faisait de moi un être irrationnel. L'avocat m'a envoyé une lettre, très professionnelle, très menaçante. Elle suggérait que pour ma propre protection, Chloé devrait prendre en charge la gestion de mes finances et de mes biens. Elle citait mon âge avancé et mon deuil récent comme des facteurs d'inquiétude quant à ma capacité de décision. J'ai appelé l'avocat directement. J'étais encore poli à l'époque. J'ai expliqué que j'étais sain d'esprit, que je n'avais aucune intention de vendre et que toute nouvelle forme de harcèlement ferait l'objet de poursuites judiciaires de ma part. Les lettres ont cessé, mais les visites sont devenues pires. Chloé débarquait sans prévenir, David dans son sillage. Il parcourait la propriété avec des mètres rubans et des appareils photo. Il parlait fort du bâtiment principal du complexe hôtelier, de l'emplacement des cottages de luxe, des tarifs qu'il pratiquerait. Il faisait tout ça alors que j'étais assis là, sur ma terrasse, comme si j'étais déjà mort, comme si la propriété leur appartenait déjà. Je leur ai demandé de partir. Chloé s'est mise à pleurer. David s'est énervé. « Vous êtes un vieil égoïste », a-t-il lancé, son parfum de luxe écœurant dans la chaleur de l'été. « Vous allez mourir seul ici. Et pourquoi? Par orgueil? Par entêtement? Chloé est votre fille, votre unique enfant, et vous choisissez des arbres plutôt que son bonheur. »« Je choisis la promesse que j'ai faite à ma femme », ai-je répondu calmement. « Je choisis l'héritage que mon grand-père a bâti. Je choisis de garder cet endroit tel qu'il doit être. Un foyer, pas une marge de profit. » David a ri, un vrai rire méprisant. « L'héritage? Qui se souciera de votre héritage quand vous ne serez plus là? Chloé vendra cet endroit le lendemain de votre enterrement. Vous ne faites que retarder l'inévitable en blessant votre fille. » Chloé ne l'a pas contredit. Elle se tenait là, les bras croisés, des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi tu ne peux pas faire ça pour moi, papa, après tout ce que j'ai sacrifié ?»« Qu'as-tu sacrifié ?» ai-je demandé. La question est sortie plus durement que je ne l'aurais voulu. Son visage s'est durci. « J'ai sacrifié mes étés d'enfance ici. J'ai sacrifié une vie normale parce que toi et maman me traîniez au milieu de nulle part chaque année. Maintenant que j'ai enfin l'occasion d'obtenir quelque chose en retour, tu ne veux même pas y penser. » Ces mots m'ont fait plus de mal qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les étés que nous avions chéris, les souvenirs que nous avions construits, pour elle, c'étaient des sacrifices, des fardeaux, des choses qu'elle avait subies plutôt qu'appréciées. C'est là que j'ai compris que je l'avais perdue. Pas à cause de la mort, comme Marguerite, mais à cause de la cupidité, de l'influence de David, d'une version d'elle-même que je ne reconnaissais plus. Je leur ai demandé de partir et de ne plus revenir tant qu'ils ne seraient pas prêts à respecter ma décision. Ils sont partis, mais le harcèlement a continué par d'autres moyens. Un inspecteur de l'urbanisme s'est présenté, citant des plaintes anonymes pour non-conformité. Il n'y en avait aucune, mais j'ai dû payer une inspection coûteuse pour le prouver. Le fisc m'a contacté, se demandant si la propriété ne devrait pas être reclassée en zone commerciale, ce qui aurait triplé mes impôts fonciers. J'ai dû engager un avocat pour m'y opposer. Des voitures inconnues passaient lentement devant la propriété la nuit, prenant des photos. Une fois, j'ai trouvé des bornes de géomètre sur mon terrain que je n'avais pas autorisées. Chaque incident semblait mener à la société de David, mais je ne pouvais rien prouver. Il y a 6 mois, j'ai décidé d'agir. J'ai mis à jour mon testament chez mon notaire. À ma mort, la propriété irait à une fondation de sauvegarde du patrimoine naturel du Perche. Elle serait préservée en tant que réserve naturelle, à jamais. Pas de développement, pas de complexe hôtelier. Chloé hériterait de mes actifs financiers, qui étaient considérables, ma retraite, mes investissements, mes économies, assez pour vivre très confortablement. Mais pas la terre. Jamais la terre.
Je ne le lui ai pas dit tout de suite. Je voulais m'asseoir avec elle, lui expliquer que j'essayais de protéger quelque chose de plus grand que nous, que certaines choses ne se mesurent pas en euros. Mais David l'a découvert avant que je puisse lui en parler. Je ne sais comment. Peut-être qu'il faisait surveiller le cabinet de mon notaire. Il y a 3 mois, Chloé s'est présentée, seule, sans David. J'ai cru qu'elle avait retrouvé la raison. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé, debout sur le pas de ma porte. « Tu m'as vraiment déshérité ?» « Tu n'es pas déshérité, ai-je expliqué. Tu hériteras de tout, sauf de la terre. La terre ira à une fondation pour la protéger, pour honorer la mémoire de ta mère. » « Pour me faire du mal, tu veux dire ?»« Chloé, non. Ce n'est pas par méchanceté, c'est pour... » « Espèce d'égoïste, m'a-t-elle coupé, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Tu préfères donner 20 hectares à des inconnus plutôt qu'à ta propre fille ? Tu n'as aucune idée de ce que David et moi pourrions faire avec cet argent ? On pourrait enfin monter notre propre boîte, avoir la vie qu'on veut. Alors construisez cette vie par vos propres moyens, ai-je dit, pas avec ma terre. Elle est partie, sans un au revoir, sans un regard en arrière. C'était la dernière fois que je la voyais avant cette nuit. 3 mois de silence. Je me disais qu'elle avait peut-être besoin de temps, que la fille que j'avais élevée finirait par revenir. Mais cette fille-là avait disparu. Et la femme qui est revenue était une étrangère. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à recevoir des appels, tard dans la nuit, 2-3 heures du matin. Personne ne parlait, juste une respiration. Puis ça raccrochait. On a crevé les pneus de ma voiture dans mon allée. On a brisé les 2 vitres arrière. Quelqu'un a tagué « égoïste » sur ma boîte aux lettres. J'ai tout signalé à la gendarmerie. Ils m'ont dit que sans preuve, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont augmenté les patrouilles dans le secteur. Mais 20 hectares, c'est une grande surface à couvrir. Je ne dormais plus bien. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque voiture sur la route me faisait regarder par la fenêtre. La semaine dernière, j'ai vu la Mercedes de David passer lentement. Il ne s'est pas arrêté. Il a juste dévisagé la maison en rampant sur la petite route. Le message était clair, on te surveille. J'ai appelé Michel Tran. Je ne lui avais pas parlé depuis 15 ans, mais j'avais suivi sa carrière. Il était devenu l'un des substituts du procureur les plus respectés de la région. Un esprit juridique brillant, une éthique à toute épreuve. Je ne lui ai pas tout dit, juste que j'avais des différends immobiliers avec le compagnon de ma fille et que j'aurais peut-être besoin de conseils juridiques. Il m'a dit qu'il passerait me voir le samedi après-midi suivant. Mais ils n'ont pas attendu samedi. L'orage a éclaté vers minuit. Le courant a sauté. Vieille maison, vieille installation électrique. J'allais me lever pour vérifier le disjoncteur quand j'ai senti cette odeur. L'essence. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. C'est là que j'ai entendu le fracas du verre, la fenêtre de ma chambre qui explosait. La pluie et le vent se sont engouffrés, et la voix de Chloé a transpercé l'orage. « Ça s'arrête ce soir, papa !» J'ai attrapé mon téléphone, je composais le 17 quand j'ai entendu les pneus sur le gravier. Et la voix de Michel, calme et autoritaire. « Monsieur Morin, restez à l'intérieur. Je m'en occupe. » Plus tard, il m'a raconté. Il avait eu un mauvais pressentiment après notre appel. Quelque chose dans ma voix. Il avait fait quelques recherches, découvert la société de David, les plaintes pour harcèlement que j'avais déposées. Il avait pris la route de Paris ce soir-là, prévoyant de passer voir si tout allait bien et de dormir dans sa voiture un peu plus loin, juste au cas où. Il était garé à moins d'1 kilomètre quand il a vu la Mercedes de David foncer vers ma propriété. Michel a immédiatement appelé le 17 et l'a suivi. Mais à ce moment-là, dans ma chambre empestant l'essence, je ne savais rien de tout ça. Je me suis approché de la fenêtre. À travers la pluie, je distinguais des silhouettes. Chloé tenant un bidon d'essence. David, derrière elle, avec quelque chose dans la main. Un briquet. « Chloé, arrête, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je crié dans la tempête. « Ce que j'aurais dû faire il y a des mois » a-t-elle hurlé en retour. « Si tu ne veux pas la vendre, si tu ne veux pas me la donner, alors personne ne l'aura. Je préfère la voir brûler plutôt que de te laisser la donner à des étrangers. » Michel s'est interposé entre eux et la maison. Chloé Morin et David Théo,
a-t-il déclaré d'une voix qui couvrait le tonnerre. Michel Tran, substitut du procureur. Vous êtes tous les deux en état d'arrestation pour tentative d'incendie criminel. Posez ce bidon et ce briquet. Maintenant. David a tenté de fuir. Michel l'a plaqué au sol, dans la boue. Le briquet a volé dans l'herbe mouillée, inutilisable. Chloé, elle, est restée immobile, le bidon toujours à la main, la pluie la trempant jusqu'aux os. Elle pleurait. Pas des larmes de remords, des larmes de fureur. « Tu as tout gâché !» m'a-t-elle hurlé. « Toi, ta précieuse terre et tes promesses à maman. Elle est morte, papa, ça fait 4 ans. Quand est-ce que tu vas tourner la page ?» Je lui ai fait une promesse, ai-je dit doucement, doutant qu'elle m'entende. Et je tiens mes promesses. Les gendarmes sont arrivés, gyrophares déchirant la nuit. Michel a dû retirer physiquement le bidon des mains de Chloé. Ils lui ont passé les menottes, à elle et à David. En l'emmenant, elle m'a regardé à travers la vitre de la voiture. Nos yeux se sont croisés une seconde. J'ai revu ma fille, la petite fille qui chassait les lucioles dans cette même prairie. Puis elle a détourné le regard, et elle n'était plus là. Michel est rentré avec moi. Il m'a aidé à nettoyer le verre brisé et à préparer du thé. « Je suis désolé que vous ayez eu à voir ça, monsieur Morin, » m'a-t-il dit. « Tu m'as sauvé la vie, » ai-je répondu, « et probablement la maison. » Je lui ai tout raconté. La pression, le harcèlement, le vandalisme. Il prenait des notes, professionnelles, mais je voyais la colère dans ses yeux. « Qu'arrivera-t-il à Chloé ?» ai-je demandé. « Ça dépend. Si elle plaide coupable, montre des remords, elle pourrait obtenir une peine avec sursis. Mais David risque la prison ferme. Ce n'était pas spontané. Ils avaient tout prévu. »« C'est ma fille, » ai-je soufflé. « Je ne veux pas détruire sa vie. » Michel m'a regardé avec une sorte de pitié. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'est elle qui a essayé de détruire la vôtre. Elle a tenté de mettre le feu à votre maison, avec vous à l'intérieur. » Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Avocat, comparution, ordonnance restrictive. L'affaire a fait la une de la presse locale. Un promoteur et sa compagne tentent d'incendier la maison du père pour une dispute d'héritage. Chloé a plaidé coupable à des chefs d'accusation moindres. Son avocat a soutenu qu'elle avait été manipulée par David. Le juge n'a pas été clément. Mademoiselle Morin, vous avez terrorisé votre propre père. Le fait qu'il soit votre père rend votre acte encore plus grave. Chloé a eu 2 ans de sursis, 200 heures de travaux d'intérêt général, un suivi psychologique obligatoire et une ordonnance restrictive permanente. Elle ne peut s'approcher à moins de 500 mètres de moi ou de la propriété. David a été condamné à 4 ans de prison ferme. C'était il y a 8 mois. Je n'ai pas eu de nouvelles de Chloé depuis le jugement. Son avocat m'a contacté une fois pour me demander si j'envisagerais de la rencontrer dans le cadre de sa thérapie. J'ai refusé. Peut-être que ça fait de moi un homme cruel. Un meilleur père lui aurait pardonné. Mais je repense à cette nuit, à l'odeur d'essence, à sa voix hurlant qu'elle préférait tout voir brûler. Elle ne voulait pas seulement vendre la terre. Elle voulait me blesser, me punir d'avoir dit non. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Le testament reste inchangé. Michel vient parfois me voir avec sa femme et ses 2 enfants. Ils se baignent dans l'étang, jouent dans la prairie. Nous nous asseyons sur la terrasse et parlons de littérature, de droit et de la vie. Parfois, la nuit, je me promène sur la propriété. Je m'arrête près du chêne où j'ai demandé Marguerite en mariage. Je peux presque entendre sa voix. « Tu as fait ce qu'il fallait, Thomas. La terre nous survivra tous. » Je touche l'écorce rugueuse, je regarde les étoiles à travers les feuilles et je dors en paix, parce que j'ai tenu ma promesse. Chloé a fait son choix cette nuit-là, dans l'orage. Elle a choisi l'argent plutôt que les souvenirs, David plutôt que son père, la cupidité plutôt que la gratitude. J'ai fait le mien aussi. J'ai choisi la terre, l'héritage, la promesse. Certains diront que la famille compte plus qu'une propriété, que je suis un vieil homme amer et rancunier. Mais ce que je sais, c'est que la dignité, une fois qu'on y renonce,
ne se retrouvent jamais tout à fait. Ce matin, le soleil s'est levé sur l'étang. Je me suis dit la même chose que tous les jours. J'ai tenu ma promesse, Marguerite. La terre est en sécurité. Et moi aussi. Et cela doit suffire. Parce qu'en fin de compte, nous faisons tous des choix sur ce qui compte le plus. Le terrain endure. La promesse endure. Et moi aussi.